Hérodote.net, Richard Fremder. Bonjour à toutes et tous, aujourd'hui sur Hérodote.net, Charles Darwin et la théorie de l'évolution des espèces. Charles Darwin venait de mourir et en ce 19 avril 1882, une très grande cérémonie a lieu en l'abbaye de Westminster. Charles Darwin est enterré aux côtés d'Isaac Newton parmi les grands hommes de l'Empire britannique, à tel point que le Time titrera « Nous venons d'enterrer le Newton de la biologie ». Alors, si j'ai choisi de commencer par cette immense cérémonie, c'est pour vous faire d'abord comprendre l'énorme popularité de cet homme qui a véritablement révolutionné l'approche de la biologie, mais également pour vous aider à tordre le cou à plusieurs idées reçues. Non, Darwin n'était pas en froid avec l'Église, la preuve, il est enterré dans la plus grande d'entre elles. Non, Darwin n'a pas inventé seul la théorie de l'évolution, il a eu l'intelligence d'associer toutes les idées pour former un concept nouveau. Non, Darwin n'a jamais dit que l'homme descendait du singe. Car en effet, il y a exactement 150 ans, une publication allait lancer un pavé dans la mare et allait révolutionner l'approche de la biologie et de la paléontologie. Son titre exact, sur l'origine des espèces au moyen de la sélection naturelle ou la préservation des races les meilleures dans la lutte pour la vie, appelée plus généralement l'origine des espèces. Elle est écrite par un homme, Charles Darwin, né il y a exactement 200 ans. C'est donc ce fabuleux voyage entre l'origine du monde, la biologie et l'histoire que nous allons effectuer dans cette émission. Darwin naît en 1809, je le disais tout à l'heure, il y a exactement 200 ans dans le nord-ouest de l'Angleterre. On va passer rapidement sur son enfance qui n'a pas un grand intérêt sur notre histoire. On le retrouve en 1825 à l'université d'Édimbourg où il étudie la médecine, mais rapidement il va se dire révolté par la brutalité de la chirurgie. On peut également dire que ce n'est pas un élève très doué dans cette discipline, que peut-être il n'aime pas tellement cette discipline, mais qu'il est curieux de tout. Et c'est ça qui va être un avantage certain. Parce que parallèlement à ses études, il va apprendre la taxidermie et rejoindre un groupe d'étudiants qui s'intéressent à l'histoire naturelle. Rapidement, il devient l'élève de Grant, qui est un disciple de Lamarck, dont nous reparlerons tout à l'heure. Alors on l'imagine, son père n'est pas très content, il le sort de l'école de médecine et le met au Christ College de Cambridge, où il va étudier, tenez-vous bien, la théologie pour devenir pasteur anglican. Parallèlement, il continue de s'intéresser à l'histoire naturelle, qui est sa véritable passion désormais, et il va suivre les cours d'un certain Henslow, qui est professeur de botanique et grand connaisseur d'insectes. Et en 1831, Darwin a alors 22 ans, quand Henslow va le recommander pour partir comme naturaliste à bord d'un navire, le Beagle, qui doit cartographier les côtes de l'Amérique du Sud. Alors, on va s'arrêter un instant pour faire le point sur la situation de la pensée de la science naturelle au moment où Darwin va prendre la mer. Il faut bien comprendre qu'à cette époque-là, selon la Bible, les êtres vivants n'ont pas changé depuis la création. C'est ce qu'on appelle le fixisme. Par ailleurs, toujours en 1831, Pasteur n'a évidemment pas encore travaillé sur la fermentation, du coup on croit encore à la génération spontanée. Et pourtant il y a eu quelques sursauts, quelques soubresauts qui sont survenus dans l'histoire, mais qui n'ont pas créé de réels bouleversements, mais qui ont quand même cherché à se démarquer lentement, mais sûrement de la théologie, et c'est le cas notamment des Français Lamarck et Buffon avant lui, qui avaient compris l'un comme l'autre, avant tout le monde, la nécessité théorique de l'évolution. On est donc en 1831, et on le voit, l'idée quand même que les espèces puissent changer malgré tout dans l'air, mais attention, la référence temporelle, c'est-à-dire le temps aux choses de se faire, reste la Bible pour qui, je vous le rappelle, le monde a été créé il y a 6000 ans. C'est alors que Darwin embarque vers l'hémisphère sud pour un voyage qui va durer 5 ans quand même, et de passage aux îles Galapagos en 1835, il a l'intuition que les êtres évoluent. Alors en effet, durant ce voyage, il étudie la géologie, il va récolter, il va collectionner de nombreux spécimens d'organismes vivants. Or, au large des Galapagos, je le disais tout à l'heure, il se rend compte que les petits oiseaux qu'il va rencontrer, et qu'il sait être des pinsons, sont de taille, de plumage, de bec et d'habitudes alimentaires différents. Il en déduit que les mêmes oiseaux sont arrivés sur les îles en même temps,
mais qu'ils ont continué d'évoluer différemment selon les îles où ils se trouvaient. Il va commencer à faire des dessins, les premiers croquis sur son carnet. Il dessine un schéma arborescent, une sorte d'arbre généalogique, pour vous expliquer rapidement, qui sont les prémices de la théorie de l'évolution. Et il a ramené tant de spécimens, il a envoyé tant de notes, tant de documents qui seront publiés alors même qu'il est encore en mer, que quand il revient, il est déjà célèbre avant son retour. Attention, il n'a pas encore parlé de l'évolution. Il devient rapidement secrétaire de la Société de géologie, il va continuer ses recherches sur l'évolution cette fois. Il passionne. Et en 1859, il publie L'origine des espèces. C'est un texte scientifique de base qu'il va rendre accessible et compréhensible à tous, aux classes moyennes comme aux simples travailleurs, et ce texte, cette publication va connaître un énorme succès. Il va y avoir de nombreuses traductions, des réimpressions. Et vous l'imaginez bien, à cette époque-là, 1859, de nombreuses controverses dans les milieux religieux et scientifiques. Pour les religieux, très rapidement, l'année d'après, il est condamné par une réunion d'évêques à Cologne. Le pape lui-même va dénoncer la thèse selon laquelle l'homme descendrait du singe. Tiens, c'est curieux, mais Darwin n'a pas du tout, dans l'origine des espèces, abordé l'évolution de l'homme, seulement celle des animaux. Donc très rapidement, vous le voyez déjà, on caricature ce qu'il dit. Les milieux scientifiques, quant à eux, le critiquent et lui reprochent le fait que sa théorie ne soit pas inductive, c'est-à-dire basée sur des faits, mais qu'elle soit basée uniquement sur des hypothèses. Malheureusement, on pense qu'il a ramené une maladie tropicale de son voyage, et malgré cette maladie, il est de plus en plus affaibli, il va continuer de travailler, il va publier une thèse sur les causes de l'évolution, qui serait l'hérédité des caractères acquis. Il va également publier, en 1871, cette fois, la filiation de l'homme et la sélection liée au sexe. Cette fois, il traite de l'évolution humaine. Vous voyez, bien plus tard, en 1882, de plus en plus malade, il décède le 19 avril. Alors, quelle est donc la théorie de Darwin ? D'abord, revenons rapidement. Darwin n'a inventé aucun concept. Ils étaient tous déjà existants. La grande nouveauté, pour lui, sa grande intelligence finalement, a été de tous les associer de façon cohérente. Il est quand même intéressant d'y revenir pour notamment justement faire le point sur le contenu, mais également les différentes dérives qu'il y a pu y avoir et les caricatures qui s'en sont suivies. La définition exacte de la théorie de Darwin est la suivante. L'évolution résulte d'une sélection naturelle d'organismes sujets à des variations aléatoires et héréditaires. Je vais vous prendre les 3 points les plus importants de la théorie et qu'il faut comprendre si on veut comprendre la théorie de Darwin. La sélection naturelle, aléatoire et héréditaire. Du coup, ce qui distingue, vous voyez, les théories de Darwin et de Lamarck, ce n'est pas l'évolution en elle-même, puisque Lamarck avait déjà parlé de l'évolution, c'est la manière dont elle se produit, c'est-à-dire la sélection naturelle, le premier terme. La sélection naturelle, c'est quand le nombre d'individus est supérieur aux ressources, qu'il y a une lutte pour la vie. Du coup, seuls les plus adaptés survivent et procréent. Or, les conditions environnementales changent et les organismes ne se reproduisent jamais à l'identique. Du coup, la lutte pour la vie, vous le comprenez, devient un processus de sélection naturelle qui va favoriser les mieux adaptés. Attention! Darwin n'a jamais dit « c'est la loi du plus fort ». C'est la variation aléatoire. Deuxième terme. Ça veut dire que potentiellement, si l'environnement vient à changer, par exemple, imaginons l'arrivée d'un agent pathogène, certains individus vont disparaître, d'autres seront avantagés par hasard. Et c'est là le cœur du problème, car c'est là qu'intervient, chez certains, la volonté divine, et pour d'autres, l'incompréhension. Le caractère héréditaire, dernier point important, ce concept de transmission des caractères acquis, c'est ce qui est dans un premier temps adopté par Darwin et qui dans un second temps sera infirmé par la génétique et par un Allemand dont nous reparlerons dans un instant. Enfin, on entend souvent que la théorie de Darwin fait descendre l'homme du singe, et là c'est une caricature encore une fois. D'abord, il faut le savoir, je le disais tout à l'heure, cette polémique intervient avant même que Darwin ne parle de l'homme. En fait,
Il parlera non pas de descendance, mais de relations de parenté, c'est-à-dire en gros les singes sont nos frères ou nos cousins, donc plutôt hommes et singes ont un ancêtre commun, et on le sait aujourd'hui, Aurorine ou Toumaï, jusqu'à ce qu'on en trouve de nouveau. Alors maintenant, tâchons de comprendre concrètement, et revenons à Darwin qui résume sa thèse en 2 lignes dans l'introduction de l'origine des espèces. Je le cite. Comme il naît beaucoup plus d'individus de chaque espèce qu'il n'en peut survivre, et que par conséquent il se produit souvent une lutte pour la vie, il s'ensuit que tout être, s'il varie, même légèrement, d'une manière qui lui est profitable, dans les conditions complexes et quelquefois variables de la vie, aura une meilleure chance pour survivre et ainsi se retrouvera choisi d'une façon naturelle. En raison du principe dominant de l'hérédité, toute variété ainsi choisie aura tendance à se multiplier sous sa forme nouvelle et modifiée. On va prendre un cas concret de la sélection naturelle aléatoire. Il existe en Afrique une variété de buissons qui, pendant des millénaires, n'a cessé d'être mangée par des animaux divers et variés, on va dire des antilopes. Un jour, sans qu'aujourd'hui encore, en 2009, on soit capable de l'expliquer, quelques-uns de ces buissons mutent et vont sécréter un poison qui fait que tous les animaux qui les mangent meurent instantanément. Et, du coup, ces buissons ne se font plus manger. Mais les buissons qui, eux, n'ont pas muté, finissent par disparaître parce que, vous le comprenez, ils sont mangés par les animaux depuis des millénaires. Ceux qui restent, les empoisonnés, se développent et demeurent empoisonnés. Cette mutation inexpliquée encore à ce jour est ce que Darwin appelle la sélection naturelle. C'est la première partie de la théorie, avec la notion de hasard. L'autre partie concerne la transmission des caractères acquis. Dans notre premier exemple, des buissons et des antilopes, les antilopes auraient dû, à force de mourir du poison, développer héréditairement un contrepoison, or il n'en est rien. Et du coup, pour tenter de démentir cette théorie et dire que l'on ne transmet pas son vécu, mais bien son patrimoine génétique, dès 1890, l'Allemand Weissmann va faire une expérience. Il coupe la queue à la naissance des souris sur plusieurs générations. Il faut savoir que les souris se reproduisent très vite. Et il constate alors qu'aucune souris ne naît sans queue, ou même avec une queue plus courte. Il n'y a donc aucune transmission des caractères acquis au cours de la vie. Par contre, il y a bien une transmission héréditaire, et on le saura plus tard par la génétique, et c'est le cas des buissons. Alors, il existe également des opposants farouches, vous l'imaginez, vous le savez, à la théorie de l'évolution. En effet, malgré le succès de l'origine des espèces, lors de sa sortie, les critiques sont si nombreuses que progressivement, la popularité de sa théorie ne va cesser de décroître jusque dans les années 1930-1940. Au début du XXe siècle, avec la découverte et le progrès de la génétique, on découvre 3 grands points qui mettent fin aux principaux opposants à ce moment-là. En 1950, se met en place la théorie synthétique de l'évolution à partir de la théorie même de Darwin, qui devient le cadre de travail des biologistes, des naturalistes et des paléontologues. Et malgré tout, malgré cette reconnaissance officielle et internationale dans cette théorie, il existe toujours aujourd'hui des opposants à cette vision des choses pour des questions religieuses. Et là, on va prendre un Alka-Seltzer et on va voir les fameuses théories. Avant même que de développer ces points de vue, il est important quand même de rappeler qu'il n'y a pas de réponse unique des différentes religions face au darwinisme et qu'il n'y a pas non plus d'opposition totale entre darwinisme et pensée chrétienne. Selon eux, l'évolution serait la méthode choisie par Dieu pour créer le monde. Et finalement, tout le monde serait content. D'ailleurs, en 1950, l'encyclique du pape Pie XII Humani Generis confirme qu'il n'y a pas d'opposition entre la foi chrétienne et la doctrine de l'évolution. Même si depuis, Benoît XVI est revenu sur quelques points. Et parallèlement, du coup, certains chrétiens restent sourds aux arguments du darwinisme. C'est là qu'apparaît le fameux créationnisme. Vous me voyez venir, de toute façon, on ne peut pas parler de l'évolution sans parler du créationnisme. C'est un courant qui va se développer au début du XXe siècle aux États-Unis, non pas chez les scientifiques, vous l'imaginez bien, mais dans une partie de la population profondément religieuse et conservatrice, qui est très attachée à la tradition protestante de la lecture littérale de la Bible. Selon eux, la Terre aurait été créée en 6 jours, il y a environ 6000 ans. Les espèces n'auraient pas évolué, mais auraient été créées ex nihilo
par Dieu, réfutant ainsi la parenté de l'homme et du singe. Quand on leur oppose la question de la géologie actuelle, ils nous répondent le déluge universel. Et comme si c'était pas déjà assez simple, 3 théories scientifiques sérieuses viennent jeter le trouble et ouvrir une brèche à un autre courant. Quelles sont ces 3 théories? La première, selon laquelle la vie serait venue de l'espace. La seconde, l'évolution répond à une loi et donc n'est pas aléatoire. Et la troisième, les espèces sont apparues brusquement et non pas graduellement. Et nous avons donc là la naissance d'un autre courant qui est celui de l'intelligent design, qui est une doctrine qui va se développer aux États-Unis dans les années 1990 et qui dit en gros, intelligent design, le dessin intelligent en français, certaines structures organiques sont trop complexes pour être apparues de façon naturelle, elles n'existent donc que par l'intervention d'une cause intelligente, cette cause intelligente, le Dieu chrétien. Attention, hein, ces 2 courants ont réussi quand même à être inscrits dans l'enseignement de certains États aux États-Unis, et certains États même enseignent les 2 théories, l'évolution et l'intelligent design, à l'école. On le voit du coup, le darwinisme ne répond pas à toutes les questions. Sans remettre du tout en cause la théorie globale de l'évolution, plusieurs études scientifiques récentes, j'en ai parlé de quelques-unes là, et de qualité, apportent une nouvelle perspective sur certains points. Yves Coppens lui-même, le paléo-anthropologue français et découvreur de la fameuse Lucie, lui-même, il émet également quelques doutes sur la notion de hasard dans le processus de l'évolution. Vous voyez, des questions sont posées, et le darwinisme n'apporte pas toujours de réponses pleinement satisfaisantes, et du coup, on le comprend, il laisse la porte ouverte, soit à une opposition religieuse qui a tendance aujourd'hui encore à se renforcer, forcément, la nature a horreur du vide, il faut donc le combler, soit à des avancées scientifiques, mais chaque avancée scientifique pose plus de questions qu'elle n'y répond. Déjà Socrate affirmait « tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien ». Et je voudrais là citer l'excellent site hominidé.com qui dit assez justement « si une science est vivante, elle doit savoir être à l'écoute, elle doit admettre les amendements et surtout ne jamais, jamais être absolue et réfuter toute critique ou apport. » Et c'est également vrai en histoire. Je ne reviendrai pas sur les polémiques Alésia, Molière, etc. Je voudrais tout de même terminer en disant qu'une fois encore, les Anglais savent mettre à l'honneur leurs grands hommes et que la France, avec Lamarck, n'a pas été très bien sur ce coup-là, en laissant jeter ses restes dans une fosse commune. Je vous propose de lire les livres excellents Darwin hérétique, l'éternel retour du créationnisme de Thomas Lepelletier aux éditions du Seuil et Darwin et l'évolution expliquée à nos petits-enfants de Pascal Pic, également au Seuil. Merci à Géraldine Colleux de m'avoir aidé à préparer cette émission. À très vite.